Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire de ce jeudi 31 mars à 11 heures. Donc ce webinaire va être géré par deux personnes, donc Christophe Picot et Laurent Juin, moi-même. Donc on va se présenter dans un prochain slide. Le sujet du webinaire, c'est comment transformer votre SAV en SEB en 3 clés. Donc nous allons avoir trois sujets et le dernier sujet, il y aura vraiment un exemple concret, on va dire, pour trouver des solutions. Donc le webinaire, bien sûr, sera en replay, hein, vous pourrez le retrouver en replay via la plateforme. Et n'hésitez pas à nous contacter via le chat, donc il se trouve sur votre droite. Et vous pouvez aussi nous envoyer des messages. On va essayer de regarder au fil de l'eau pour essayer de vous répondre. Donc, vous pouvez poser des questions, je dirais sur chaque slide, hein, pour être participatif. Donc voilà, sachant que effectivement vos micros et caméras sont coupés. Donc là, il y a effectivement des personnes. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, on va commencer par la présentation. Donc en fait, Access et CFE, je dirais qu'avec Christophe, ça commence à faire de nombreuses années que l'on se connaît. Alors côté Access, donc nous sommes une société, donc une SS2I où on propose une offre globale dans le digital. Donc avec la solution Spelog, ça va faire 20 ans. Donc on fête les 20 ans cette année, hein, d'ailleurs, de la solution Spelog, qui va gérer tous les aspects autour de la prévente auprès de fabricants. Donc dans les sujets d'accès, ça va être tout ce qui est les pièces de rechange, l'aspect de commande en ligne, les aspects des SAV, les rapports d'intervention, tout ce qui est bibliothèque de données aussi, hein, pour structurer vos données, la notion de base de connaissances. Donc en fait, Access, depuis 20 ans, travaille avec des fabricants pour les accompagner dans la digitalisation du SAV. Donc voilà. Christophe, si tu veux présenter ton activité. Ok, bonjour, Christophe Picot, CFE Occinov. Donc moi je suis chef de projet, donc je suis un homme métier, je suis ancien patron de service après-vente. Ça fait 12 ans que j'interviens pour CFE Occinov en tant que chef de projet. Pour faire simple, CFE Occinov accompagne les entreprises dans l'organisation et le développement de ce qu'on appelle le modèle économique service. C'est-à-dire qu'on va aider à y accompagner, à structurer le service après-vente sur différentes strates, différents niveaux. On a un spectre extrêmement large au niveau des services après-vente, parce qu'on ne parle pas que de l'organisation du SAV. On a un scope à 360 degrés sur les services, et on est capable d'intervenir jusqu'au niveau des commerciaux pour vendre des services. Dernière information, CFE, ça fait 12 ans qu'on mène des études sur les services après-vente. Donc en fait, pour bien comprendre, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais qu'Access, on va apporter des solutions digitales, informatiques. L'idée de CFE, c'est de ce partenariat depuis plusieurs années, on va dire, c'est de travailler en amont. C'est-à-dire que CFE va vraiment accompagner les fabricants au niveau du SOV, etc. Et je dirais qu'Access, on est beaucoup plus la mise en place concrète d'une solution digitale. Donc c'est là où on est vraiment un partenariat qui fonctionne très bien puisqu'on peut accompagner sur les deux sujets. Et en tant qu'éditeur, on a besoin effectivement de gens voilà, comme Christophe qui vont accompagner des fabricants pour avancer sur leur sujet du SAV, du ROI, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas notre premier webinaire. On a fait des webinaires sur d'autres sujets, sur les indicateurs des garanties, par exemple, sur les interventions, qualifier une intervention. Et ces webinaires sont aussi disponibles sur les replays en fait sur le site Access. Donc je vais laisser la parole à Christophe maintenant pour définir un modèle économique phase de structuration. Ok. Donc là, on va commencer de façon générale, on va aller assez vite sur cette première partie. Effectivement, on va parler de modèle économique. Modèle économique, c'est quoi à la base? Donc la première partie de ce qu'on appelle un modèle économique, le premier type de modèle économique, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est effectivement, on va extraire, fabriquer, consommer, jeter. Pour caricaturer un petit peu ce premier modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle de la surconsommation, qui aujourd'hui, effectivement, on consomme tout très vite, et on le retrouve dans beaucoup d'industries. Donc ça, c'est la première typologie concernant ce modèle économique. Et concernant ce modèle économique, est-ce que ça touche tous les secteurs? Est-ce que ce modèle, donc extraire, fabriquer, consommer, touche
un des secteurs particuliers ou tous les secteurs? Très bonne question. Pour ce modèle économique, en vérité, on peut le rapprocher aux entreprises en France qui fabriquent, alors on parle de matériel, hein, qui fabriquent ou qui vendent ou qui maintiennent des machines ou du matériel. Pour faire simple, c'est l'entreprise se développe par la vente de matériel. C'est typiquement ce qu'on appelle le modèle économique linéaire. C'est-à-dire que l'entreprise se développe et gagne de l'argent par ce modèle économique. Donc aujourd'hui, 80% des entreprises en France, en gros, ont ce type de modèle. Pour continuer, on peut aller sur un deuxième modèle qui est une transition, c'est ce qu'on appelle le modèle économique circulaire. Le modèle économique circulaire, en vérité, nous permet d'aller sur une approche, on va dire, on va essayer de garder le matériel de plus en plus dans le temps. C'est-à-dire qu'on va essayer d'optimiser le cycle de vie de la machine. Par exemple, ça oblige à repenser un peu le fonctionnement et le modèle économique même de l'entreprise. On fabrique un matériel, on le diffuse, mais dès la conception, il va falloir intégrer c'est quoi la durée de vie de mon matériel, comment je peux le recycler, etc., etc. Donc ce graphique, aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle les nouvelles tendances aujourd'hui, puisque l'ADEME s'est emparé du sujet. Donc voilà les deux grandes typologies de modèles. Et l'origine de ce modèle, en fait, alors, une période, c'est... Ouais, l'économie circulaire, c'est assez ancien en vérité. Faut savoir qu'en 1972, il y a eu le rapport Meadows, pour faire simple, évoquait le développement d'une entreprise. En le rapprochant par rapport à l'extraction et aux disponibilités des matières premières. On s'aperçoit que déjà en 1972, les matières premières étaient limitées. Par voie de conséquence, le développement d'une entreprise est limité sur un plan matières premières. Donc, en vérité, c'est fin des années 70 qu'on a commencé à avancer sur cette mécanique-là. L'Allemagne, par exemple, a légiféré sur l'économie circulaire seulement en 2012, pardon, et la France a légiféré en 2021. Donc, ça fait des années qu'on le sait, mais en vérité, aujourd'hui, il y a une loi, la loi anti-gaspillage de février 2021, qui est destinée essentiellement aujourd'hui au secteur B2C, donc professionnel et particulier, mais il faut savoir que cette loi-là va être étendue au secteur entre professionnels, donc en secteur B2B. D'accord. Et donc, c'est bien l'ADEME qui porte ce projet en France. Ensuite, ce que je vous propose, comment on passe d'un modèle à un autre. C'est ce qu'on appelle le modèle CAPEX. Le modèle CAPEX, effectivement, c'est ce qu'on appelle le modèle linéaire. On va raisonner d'un point de vue rentabilité. Dans le premier modèle, le CAPEX, celui qui est à gauche, pour le fabricant, il va gagner de l'argent quand il va vendre le matériel. Plus le client va le garder dans le temps, moins ça va être rentable pour lui. Contrairement au client final, qui lui, plus il va le garder dans le temps, plus ça va être intéressant pour lui. Le phénomène de surconsommation, on incite les gens à changer de matériel régulièrement parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles fonctionnalités sur les machines. L'opposé ou la finalité, c'est ce qu'on appelle le modèle OPEX. Le modèle OPEX, en vérité, c'est aussi bien au niveau du fabricant que le client. Plus le client garde la machine dans le temps, plus c'est rentable, mais pour les deux parties. Cette notion va avoir un effet sur le modèle économique de l'entreprise. Le modèle OPEX, on va le rapprocher sur un des trois piliers de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va parler d'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on ne vend plus le matériel, on le met à disposition et on le facture à l'usage. Donc là, on a les deux extrêmes au niveau des modèles économiques, Laurent. Au niveau transition, parce que ça peut inquiéter effectivement les directions de dire que le fonctionnement de l'entreprise est plus simplement sur la vente de produits, mais aussi sur l'entretien, etc. Comment ça se passe pour passer de l'un à l'autre, en fait? Alors, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des effets de mode. Parce que la marche est beaucoup trop haute pour passer d'un modèle à l'autre. Il faut faire ce qu'on appelle une transition.
Aujourd'hui, dans les effets de mode, on entend beaucoup parler de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, où on vous dit on va y faire changer votre modèle économique. Ça, c'est pas possible d'un marché trop haut. Il y a des parcours de maturation, de transition, où effectivement, il y a différentes étapes pour y arriver. Et il y a un risque sur le modèle OPEX pour les entreprises aujourd'hui. Quand on attaque le modèle OPEX, ça veut dire que la machine doit financer les matières premières et la fabrication de la machine, puisqu'elle commence à gagner de l'argent, mais dans le temps, pas tout de suite. Donc là, le modèle économique de l'entreprise ne peut pas évoluer d'un seul coup. Il y a des transitions pour y arriver. Parce que ça a un impact financier important sur les entreprises. Ce qu'on vous propose maintenant, on va attaquer les différents modèles qu'on a vus, comment on le projette dans le service après-vente. Pour faire simple, aujourd'hui, dans une machine, on va concevoir quelque chose. Donc là, on va parler d'un arbre, on va le vendre et on va le livrer. Aujourd'hui, avec les innovations, la pression économique, on a tendance à investir énormément dans la recherche et le développement, donc définir l'arbre. Et dès qu'on met un produit sur le marché, les concurrents ont sorti de nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle le modèle économique d'aujourd'hui des entreprises. C'est vraiment le modèle de nos entreprises aujourd'hui. L'idée de cette transition vers les services, c'est de faire qu'une fois que l'arbre est installé, on va le faire grandir et tous les ans, on va en récolter les fruits. Et là, sur cette mécanique-là, on fait évoluer et le SAV devient une vraie force. Mais il y a différentes étapes pour y arriver. Et donc, donc pour moi, donc le parallèle de l'arbre est très bien. Donc, pour moi, le parallèle de l'arbre, c'est un peu la notion, par exemple, pour un fabricant de son parc machine, hein, de l'entretien de son parc machine. Jusqu'où il peut aller? Parce qu'effectivement, le parc machine, à un moment, si on parle de SAV, c'est-à-dire qu'il y a de l'entretien, il y a plusieurs sujets. Donc, la taille de l'arbre, en fait, comment... Alors, la taille de l'arbre, en vérité, n'est pas limitée. On a parlé tout à l'heure, justement, dans l'économie linéaire et circulaire, que les matières premières sont limitées, mais la notion de service, elle, est illimitée. C'est-à-dire qu'on est capable de développer des prestations qui n'ont plus rien à voir avec la machine. Donc là, l'économie de la fonctionnalité, c'est pas le sujet du jour, mais c'est très vaste. Mais en vérité, il n'y a pas de limite dans l'absolu. On peut aller très loin, et cette transition vers l'usage ouvre des opportunités de développement business au niveau du service que peu d'entreprises ont exploré ou connaissent, parce que les champs du possible sont quasiment illimités. Maintenant, on a fait un petit préambule sur l'économie, les modèles économiques. Ce que je vous propose, comment on fait avec un service après-vente, comment on le projette. Avant de pouvoir le projeter, faut comprendre ce que c'est qu'un service après-vente. Depuis 12 ans, on mène des études, on a modélisé pas mal de choses. On va vous modéliser déjà ce que c'est qu'un service après-vente. Il y a 4 grandes familles de services après-vente, d'accord, au travers des typologies. On a ce qu'on appelle l'activité du mal nécessaire. C'est le SAV qui subit. Qui représente moins de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le centre de profit. Là, on commence à gérer l'activité. On commence à avoir des activités planifiées et avoir des récurrences, comme par exemple des contrats de service. Là, au niveau rentabilité, le SAV représente entre 10 et 40%. Le service client, lui, on commence à être proactif. C'est-à-dire qu'on n'attend plus que le client appelle, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ils sont contactés, c'est simplement pour dire « je suis en panne, il me faut quelqu'un ». Là, on n'attend plus qu'il est en panne pour aller le voir. Là, on commence à toucher des taux de rentabilité intéressants, parce qu'on a plus de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise, et contrairement au SAV mal nécessaire, pour vous donner un exemple, à la vente, une machine, on va marger entre 20 et 30%. Sur un service client, on marge à plus de 50% à la vente. Donc, si on crée de la récurrence avec une démarche supérieure à 50%, on crée une assise financière. Et la dernière strate, c'est ce qu'on appelle l'usage client, donc l'économie de la fonctionnalité. Hein, on arrête de vendre des machines, où là, quasiment l'intégralité des marges sont représentées par le service. Sur la partie droite, avec le petit icône répartition d'un SAV, on a des outils pour modéliser, faire une photo de votre organisation SAV. C'est-à-dire qu'un SAV n'est pas tout blanc ou tout noir, il va être composé de chacune de ces strates. Il faut savoir que dans nos études, 75% des services après-vente en France, quel que soit le domaine d'activité, sont majoritairement mal nécessaires. Ils subissent l'activité. Et seulement 3 à 4% sont prêts sur l'usage client. Donc on a vraiment des marges de progression considérables en France.
cette typologie, donc là, ce tableau effectivement est intéressant. Par contre, est-ce que il y a des critères, comment dire, en fonction du secteur d'une activité, d'une taille de société, de l'aspect géographique aussi, Voilà, parce qu'effectivement, il tout y à doit y avoir fait. plusieurs problématiques, on va dire. On parlait du modèle économique. En vérité, toutes ces données, faut savoir que il y a deux paramètres qui vont construire et constituer un service après-vente. On va avoir les constants qu'on va retrouver dans tous les secteurs d'activité, quelle que soit la typologie du SAV ou du matériel ou de la zone géographique. Et il y a les variables. Les variables, bah, c'est effectivement le secteur d'activité, le mode de management de l'entreprise, si c'est une boîte familiale ou si c'est un fonds de pension américain. Ces données variables font quoi? Il n'y a pas de modèle économique universel pour développer un service après-vente. La vérité, c'est que chaque entreprise doit développer son propre modèle économique service, ce qui va être très intéressant pour marquer une différence par rapport à la concurrence, par exemple. Ensuite, pour finir avec les services après-vente, bah, il y a des structures. Pour caricaturer, pour faire simple, bah, c'est comme les pyramides. On ne construit pas des pyramides sur des sables mouvants. Donc, lorsqu'on parle de transition vers les services, eh bien, il y a des piliers. On a 6 piliers de fondation pour un service après-vente. Donc, on a cette notion de culture financière, c'est que tout le monde prenne conscience et maîtrise. Bah, toutes les actions du SAV ont un coût. Je dépense un, c'est de se poser la question, combien je gagne. Mais le dépenser, c'est de savoir où partent mes heures, où partent mes coûts. Le commerce, bah, c'est la notion de proactivité. Aujourd'hui, 75% des SAV bah, subissent l'activité parce qu'ils attendent que le client appelle pour intervenir. La proactivité de la notion de commerce, c'est l'opposé. On intervient chez le client avant qu'il soit en panne. L'organisation, bah, c'est la structure du modèle économique même, c'est l'essence. Hein. On peut donner un exemple sur l'organisation concernant la prise d'appel, ce qu'on appelle la qualification d'appel. Premier point de structuration d'un service après-vente. L'idée, c'est de se dire que on met une personne en place